le programme de l'après-midi, donc on a l'après-midi sur le thématique lire en pratique quels outils pour quels usages, puisque comme vous l'avez compris, on en est dans le projet CARE au niveau 2, où on arrive sur une utilisation un peu plus avancée, un peu plus experte des outils TIA, et où on se questionne sur l'approche qu'on a. On se pose en usage critique et critique aussi de nos propres usages. C'est aussi pour ça qu'on voulait avoir cette thématique-là sur les outils. Enfin, pas trop loin, Olivier. Voilà, un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait aussi faire cette thématique-là cet après-midi, pour présenter une diversité de cas d'usage, d'applications, pour vous rendre un petit peu compte aussi de ce qu'il est possible de faire, d'avoir aussi un peu un apport plus général que vous présentera Olivier juste après, au niveau national, et des apports théoriques qui seront faits notamment par Rima et Léna, et puis des cas d'usage, des outils qui vous seront présentés tout au long de l'après-midi. Donc les présentations qui seront projetées vous seront partagées, encore une fois, vous inquiétez pas pour ça. Et on aura les replays pour ceux qui doivent penser. Parfois, c'est un peu plus tôt pour prendre les trains. Donc, je vous remets les visages. Vous avez pu déjà commencer à discuter sur un certain nombre de sujets, aussi le programme de l'après-midi. Donc, je vais avoir une rôle pas très drôle de vous couper parce qu'on est un programme assez chargé en quelques heures. Donc, on a 4 interventions qui vont se succéder, normalement 10 minutes chacun avec le temps pour 1 ou 2 questions. Puis on passe à l'intervention suivante. Une petite pause à 15 heures, notamment pour récupérer ceux qui sont restés mieux. Voilà, pour faire aussi ce changement-là, que chacun puisse un peu les prendre en café, si besoin. Et puis, on a 4 autres interventions pour terminer avant la conclusion vers 16h15. On espère pas trop déborder. On sera là jusqu'à 17h, notamment pour certains intervenants et pour ceux qui veulent rester pour continuer la discussion, on n'a pas trop de problème, ceux qui ont voulu se lever. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Olivier pour la première présentation. Je te laisse. En termes de genèse du projet, on a démarré essentiellement avec des collègues du bureau autour d'une problématique concernant le déploiement d'infrastructures d'IA générative. On s'est rapidement rendu compte, au travers de nos expériences passées, vous avez peut-être entendu parler de Dragaren, d'Aristotle, de projets de ce type-là depuis 2 ans, que c'était intéressant de mutualiser. Et on s'est dit, autant travailler ensemble sur cet objectif-là, faire en sorte de mettre à disposition en premier lieu, la première offre qu'on a offerte, c'est de l'inférence en mode API. Alors si j'ai dit 2 gros mots, dites-moi tout de suite, levez la main et je le traduis. Non, ça va, inférence, mode API, ça va. Et donc l'idée, c'est qu'on a une offre, on va dire, comparable à celle qu'on pourrait trouver dans le commerce, mais qui répond à des enjeux stratégiques. C'est-à-dire, en premier lieu, la question on en a parlé un petit peu ce matin, la question du numérique responsable. Nous, on a quand même à cœur d'optimiser l'infrastructure en fonction des usages. C'est-à-dire, on va essayer de trouver le plus petit modèle de langage possible pour répondre à un cas d'usage donné assez précis. On va pas essayer de faire le chatbot généraliste de la mort qui permet de répondre à toutes les questions de la Terre. Et donc, c'est pas du tout la même approche, ce qui veut dire qu'on propose plusieurs modèles de langage. C'est aux utilisateurs, aux établissements de construire leurs services en fonction des modèles de langage et de leurs spécificités. Et on essaie d'accompagner ça et de se dire, est-ce que les usages sont au rendez-vous? Est-ce que la qualité de service est là? Et est-ce qu'on arrive à soutenir tout ça d'un point de vue économique? On en parlait, moi j'ai beaucoup lu aussi le papier de Google cet été. Et on regarde aussi des alternatives techniques qui nous permettraient d'avoir une trajectoire soutenable. Alors, un petit scoop en avant-première, on est a priori moins cher que les GAFA. C'était déjà le cas il y a 1 an et demi, et là on a refait les calculs, on est encore moins cher. Donc de notre point de vue, d'un point économique, ça paraît intéressant. En termes de sécurisation, en fait, on s'est mis d'accord sur des pratiques de déploiement qui sont assez homogènes dans les établissements, ce qui nous permet d'avoir autour de cette fédération-là qui s'est construite autour de data centers régionaux labellisés par le ministère, d'avoir un niveau de sécurité homogène et qu'on a réussi à harmoniser pour l'ensemble des établissements. Par ailleurs, je parlais de souveraineté au sens plutôt de maîtrise des risques, parce que ça ne nous aura pas échappé. Les cartes qu'on déploie, c'est les cartes NVIDIA qui, globalement, propriété intellectuelle américaine et fabrication en Asie, ne dépendent pas du tout de l'Europe. On est fortement dépendant du matériel,
mais on maîtrise les risques dans le sens où on essaie d'avoir une certaine variété. Donc actuellement, on regarde des matériels AMD, on regarde des matériels tiers pour ne pas dépendre trop d'un matériel d'un fabricant spécifique. Et sur la stack logicielle aussi, on essaie d'avoir une certaine ouverture et de ne pas être trop dépendant de stack fermés. Enfin, en termes de résilience et de robustesse, c'est peut-être ça qui nous a réunis au premier lieu, parce qu'on avait tous déployé des infrastructures qui étaient certes capables, hein, mais qui, en cas de congestion, c'est-à-dire beaucoup d'utilisateurs en même temps, se retrouvaient à genoux, alors que typiquement le pic qui arrive à Rennes un jour n'est pas le même que celui qui arrive à Lille, et que bah, finalement les serveurs de Lille, à ce moment-là, quand moi j'ai le pic et que j'arrive pas à gérer, les serveurs de Lille sont dispo pour répondre. Et donc la première idée, c'était de dire, bah, on va répartir la charge au niveau national et tous ensemble, parce qu'on a tous des machines dispo qui sont prêtes à réagir à la milliseconde à chaque utilisateur, et ben on est tous capables d'offrir une meilleure qualité de service parce qu'on est reliés les uns aux autres. Ça, je disais, le projet d'origine. Donc, Rennes, Reims, Supernardenne, Panthéon-Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Lille. Et Centrale Supélec qui a apporté la compétence de développement, les autres étant plutôt sur la puissance de calcul. Aujourd'hui, en mars 2026, on a distribué 194 clés d'accès, c'est-à-dire en gros, c'est vraiment une clé, hein, vous pouvez vous brancher sur l'infra, on vous offre la puissance de calcul. Merci d'ailleurs au ministère de financer tout ça. Voilà. Il y a de l'argent des établissements, parce qu'on paye l'électricité nous-mêmes, hein, mais on paye les RH, mais en tout cas, il y a un fonds d'investissement du ministère sur le sujet. 76 établissements aujourd'hui accèdent à l'offre, donc utilisent les services, en sachant qu'on opère aujourd'hui sur 6 data centers. L'ambition, vous allez le voir sur le diapo d'après, c'est de passer à 17 prochainement. Et en pratique, je vous ai mis quelques stats pour donner des ordres de grandeur. On traite 80 000 requêtes par jour, on produit 19 millions de tokens, c'est-à-dire plusieurs fois la littérature de Victor Hugo, par exemple, par jour. En termes de feuille de route, en 2026, on accueille des contributeurs nouveaux, soit des nouveaux data centers. D'ailleurs, côté Bourgogne, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, on accueille des data centers, des mésocentres de façon générale, pour augmenter la puissance de calcul en fonction des besoins. On va travailler sur la question du modèle économique, parce que je vous disais, pour l'instant, sur la première phase, on était sur un mode assez exploratoire, même si on est très content de l'infra et vraiment elle tourne en prod dans le sens où il y a des services qui s'en servent tous les jours et c'est stable, on s'assure que ce soit stable. On considère aujourd'hui que l'architecture cible, elle reste encore à atteindre et le modèle économique qui va avec, c'est-à-dire les flux financiers un jour qu'il va falloir, parce qu'il faut payer les factures d'électricité, hein, tout simplement, payer les infrastructures, c'est quelque chose qui coûte. Il faudra bien y réfléchir, donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler et c'est prévu pour 2026. Et la nouveauté en termes d'offres de services qu'on lance cette année, c'est un portail d'applications dont je vous parle un petit peu après. En gros, des applications d'IA qui utilisent notre infra matériel, soit qui sont issues du secteur EdTech, mais qu'on déploie sur nos propres serveurs. Donc, du coup, pas du tout de fuite de données. Hein, tout comme le traitement IA se passe sur des serveurs sur lesquels on maîtrise, et du coup, une très bonne sécurisation, une très bonne confidentialité. Pour les solutions, on les déploie aussi on-prem, et donc une très bonne sécurisation. On déploie aussi des logiciels qu'on trouve nulle part ailleurs, typiquement développés par nos chercheurs pour nos propres besoins de notre propre communauté scientifique. On déploie des environnements aussi avancés sur l'IA en général, de type orchestration ou agentique. Je passe rapidement sur les partenariats, même si c'est important, parce que je pense que c'est plus important qu'on discute un peu du deuxième, troisième point là. On a travaillé avec l'AMU dans le cadre du projet Mistral, dont vous avez peut-être entendu parler, de déploiement de la plateforme Le Chat. Donc ça, c'est la partie dont s'occupe le CINES. Au niveau d'ILAS, on s'est occupé plus particulièrement d'ouvrir l'accès API le mois dernier. On participe aux journées de formation d'ISUP. On a intégré du coup le cycle avec les collègues et par ailleurs eux-mêmes sont partie prenante du projet ILAS. On a un soutien constant du ministère, que ce soit DGRI ou DGCIP, via par exemple le prochain webinaire DGCIP qui est organisé avec nous pour parler de la question des infras dans l'enseignement supérieur. Avec Cécile, on s'était dit que c'était intéressant que je fasse un focus sur la question du volet territorial. Du coup, je prends un petit peu je fais un zoom un peu sur Rennes pour vous dire qu'on a nous un partenaire stratégique. On a signé président président de mon université et élu de Rennes Métropole et de Ville de Rennes autour de l'expérimentation Rennes. Donc en fait, l'IA générative locale qu'on a déployée à l'université pour 3 ans.
Parce qu'on partage beaucoup de valeurs, notamment des valeurs autour de la transition. Et nous, d'entrée de jeu, quand on a voulu expérimenter les questions d'IA générative dans l'établissement, c'était nécessairement dans une question de sobriété numérique. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte les problématiques aussi psychosociales, par exemple liées au déploiement d'IA générative. Donc là, par exemple, on a une étude pilotée par l'ARACT sur les conditions de travail et l'IA qui était menée dans notre environnement auprès de nos personnels qu'on va restituer prochainement. Et en tout cas, on s'est dit que c'était intéressant de partager les déploiements. Donc, on ouvre la plateforme qu'on a déployée pour l'université, on l'ouvre pour les agents de Rennes Métropole et de la ville de Rennes. Et on partage nos perspectives stratégiques, nos réflexions, on partage nos cas d'usage, on partage finalement les retours même qu'ils peuvent nous faire par rapport au déploiement qu'on met en place et l'offre de service qu'on met en place. On a respectivement élaboré des chartes en regardant ce qu'on faisait les uns les autres en termes de travaux. Et vraiment, on espère un travail assez conjoint parce que sur beaucoup de métiers, si je prends par exemple, je sais pas, les métiers relatifs à l'administration, à la gestion des déplacements, etc., on a les mêmes problématiques que ce soit dans les collectivités que dans l'université. Et du coup, c'est intéressant de travailler ensemble, même si nos agents ne sont pas dans les mêmes contextes. Je garde un peu de temps pour parler de l'offre qu'on propose. Donc, offre API, ça veut dire plutôt destiné à des informaticiens qui veulent raccorder leur propre service. Si vous avez déjà l'habitude de faire ça, en général, vous mettez une URL d'un fournisseur qui vous offre un accès API à son modèle de langage. Nous, c'est la même chose, sauf qu'on offre 5 modèles de langage ouverts, OpenWeight, plus un propriétaire, Mistral Medium 3, dans le cadre du partenariat avec l'AMU. C'est standard, dans le sens où on utilise les standards de l'industrie, le standard OpenAI en l'occurrence. Je vous ai parlé des caractéristiques, donc je vous laisse le diapo. Et en gros, on essaie de tendre vers une bonne qualité de service, en tout cas, de la redondance pour les modèles qui sont très demandés, etc. Et si vous voulez rejoindre en termes de contributeurs, il faut savoir que vous avez un coup de fil, c'est-à-dire concrètement, quand vous mettez votre machine sur l'infrastructure, toutes vos requêtes, elles sont d'abord routées vers votre machine. Les demandes de vos propres utilisateurs sont prioritairement adressées à votre machine, ce qui fait que ça ne change rien par rapport à avant. Ce qui va changer, c'est le jour où vous avez un pic, vous pouvez déborder chez les voisins. Et si jamais vous êtes dispo, et ben, du coup, nous, on va pouvoir utiliser votre puissance de calcul. Donc en gros, c'est x10 en termes de puissance de calcul. Hein. On est entre 20 et 30 cartes H100, H200 à peu près en termes de génération aujourd'hui sur le réseau. Et donc, vous en apportez une, potentiellement, vous en avez 20 à disposition le jour où vous en avez besoin. On a ouvert, alors je commence à arriver à la fin de mon temps, il faut me dire, Cécile, ouais. On a ouvert une offre de service autour de la transcription de la voix vers le texte, parce que c'était demandé, par exemple pour le sous-titrage de vidéos de cours pédagogiques, le fait d'avoir des quiz associés, le fait d'avoir de la traduction, donc ça c'était demandé, donc c'est une offre de service qu'on propose. Et je termine là-dessus, et puis peut-être on ouvre les questions. On a publié un portail d'application, là, que je vous donne une petite illustration, avec à la fois des instances qu'on héberge nous-mêmes dans des data centers de l'ESR, soit des solutions commerciales, soit des solutions open source. Hein, ça, je me disais, on est assez agnostique là-dessus. Et surtout, la possibilité d'instancier pour vous, c'est-à-dire si vous êtes dans un établissement, vous n'avez pas envie de gérer ce type de déploiement, on peut le faire, ou alors accéder à des instances qui existent déjà de façon mutualisée. Donc, par exemple, sur Agarem, je vous les accès assez larges à tout le monde. Et donc, vous pouvez accéder à des instances d'expérimentation, de démos facilement par le biais du portail. Voilà, je m'arrête là et puis on passe aux questions. Vous avez parlé un peu d'orchestrateur, d'orchestration. Est-ce que vous avez des modèles de code? En fait, on a des modèles relativement généralistes. Enfin, tu pourras aller sur le site et regarder, on publie la liste des modèles qu'on supporte. On a réfléchi à des modèles type Ghostral, Devstral, CodeQuell, des choses comme ça, par exemple. Ça, on y a pensé, mais on attend d'avoir suffisamment de demandes de façon collective pour se dire on l'offre de façon soutenue. Mais oui, il y a des centres qui le proposent, ouais, effectivement. Après, la question, c'est est-ce qu'on mutualise? Ok, d'accord. Parce que du coup, par exemple, si vous aviez cette demande, vous pourriez mettre des modèles un peu plus gros, typiquement GLM, faire du code et pouvoir déployer un outil équivalent à Cloud Code, Open Code, par exemple. Ça, on peut y réfléchir. En fait, après, il y a la question tu vois, des endpoints API qu'il faut ouvrir aussi pour que ça marche bien.
Et donc, mais on attend les demandes en fait. La question, c'est bah, est-ce qu'en face, ça vaut le coup de mutualiser parce qu'il y a suffisamment de demandes. Mais oui, on le fait. Par exemple, là, je discutais en bon aparté. On a aussi une offre d'embeddings qui arrive hein, parce qu'on a des demandes là-dessus. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que veut la communauté en fait. Et donc, c'est gouverné par la communauté. Merci. Merci. Et juste une dernière fois, en avant-première, on a un partenariat peut-être avec le Geekfest qui est en discussion, pour qu'on puisse déployer du code généré sur le Geekfest sur ILAS. Donc c'est en réflexion, en tout cas, de part et d'autre. Je vais faire des petites comparaisons stratégiques des 4 types pour aider les utilisateurs à choisir une approche parmi ces 4. Un petit mot sur l'intelligence artificielle. Donc, comme on vient de dire, vous connaissez tous, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce qui est vraiment peut-être nouveau, c'est l'ampleur de son utilisation. Donc, elle est partout dans tous les domaines, dans tous les métiers. Et la liste que vous voyez sur mon slide n'est pas une liste qui est exhaustive. Donc, il y a le sport que je n'ai pas noté, les médias, divertissement, droit. Donc, vraiment, elle est partout. Et étant partout, donc, on trouve différents outils, des variétés d'outils. On a beaucoup parlé de ChatGPT jusqu'à maintenant, puisque c'est lui peut-être qui est apparu en 2022 et qui a fait cette explosion avec l'IA générative, mais il y a vraiment différents outils. Et on se demande souvent lequel j'utilise pour avoir les meilleurs résultats. Donc, des fois, on fait des comparaisons, donc on se perd des fois avec les différentes comparaisons. Et sur des domaines qui sont vraiment très spécifiques, il faut faire très attention car les résultats, des fois, sont des résultats qui sont très erronés et qui peuvent conduire à quelque chose qui est très mauvais. Donc, le choix de l'outil et sa spécialisation, ça devient quelque chose qui est vraiment très important. Là, j'ai voulu mettre un peu visuel pour vous montrer la différence entre spécialisé et entre quelque chose qui est généraliste. Donc, j'ai pris le couteau suisse qui est réputé par être un outil qui est vraiment très général qu'on peut utiliser souvent. Mais on sait très bien que cet outil-là, OK, il est utilisé dans plusieurs utilités, donc il a différentes utilités, mais il n'est pas suffisant. Donc des fois, pour une utilisation qui est plus spécifique, on a besoin d'un outil qui est très spécialisé. Pareil en médecine, en études, etc. J'ai voulu vous donner un petit exemple. Je sais que tout le monde est convaincu, mais c'est juste pour aussi illustrer l'importance d'être spécialisé. Donc, si on demande une question très générale à une IA qui est généraliste, n'importe IA parmi les IA que j'ai montrées tout à l'heure, est-ce que je peux obtenir un prêt à taux zéro pour ma résidence principale? Je peux imaginer d'avoir différents scénarios de réponse, mais principalement qui sont basés sur 2 façons de répondre. Donc, la première façon de répondre, c'est une façon qui peut-être à 90%, elle est correcte, mais je ne peux pas être sûre que c'est une bonne réponse, car elle n'est pas basée sur des éléments qui sont vraiment importants pour répondre et pour donner une indication en relation avec la question qui est posée. Donc, le premier scénario, on ne peut pas lui faire confiance. Par contre, le deuxième scénario, si je suis sûre, moi, que mon IA, elle a des données sur mon cas à moi, elle a aussi des informations sur la banque à laquelle je veux m'adresser pour avoir une réponse pour mon prêt. Donc, dans ce cas-là, je peux être, on va dire, à 100% certaine que la réponse que l'IA m'a fournie est une réponse sur laquelle je peux me baser. Je vais considérer ces 4 différents leviers. Donc, j'ai choisi ces 4 puisque vous allez voir, donc le prompt engineering, il est plus basé sur l'utilisateur. Le RAG, il va demander vos données et vos informations. Donc, il va utiliser ces données et ces informations pour se baser
sur ces données pour vous fournir la réponse que vous souhaitez avoir. Il y a le fine-tuning. Donc, le fine-tuning, il va vraiment être basé sur le modèle que vous choisissez pour vos prompts et pour avoir la réponse. Et le dernier type, c'est quelque chose aussi qui est très important et que lui, il va être une sorte d'outil. Donc, il va relier l'IA à différents outils pour qu'elle puisse avoir plus d'autonomie dans son fonctionnement. Bon, pour le prompt engineering, pareil. Donc là, j'ai voulu vous donner deux exemples de deux prompts. Donc, un prompt qui est plutôt, peut-être on commence comme ça, donc avec un prompt qui est, j'ai appelé une version qui est plus amateur. Donc, j'ai un rapport et je demande à l'IA de résumer ce rapport-là. Donc, la première façon de demander cette tâche-là à l'IA, c'est dire résume-moi ce rapport, par exemple, de 50 pages. Donc, vous voyez, dans la première tournure, c'est une tournure qui est très générale, qui ne demande, qui n'a pas de contraintes dans sa demande, qui ne donne pas un rôle à votre IA. Donc, c'est vraiment très amateur. Par contre, la deuxième version, c'est une version qui est beaucoup plus structurée, vous allez voir. Donc là, je dis agis comme un directeur commercial, analyse ce rapport et extrait les informations suivantes sous forme de tableau. Et voilà, donc j'ai donné trois contraintes. Vous voyez très bien, dans la deuxième version, donc j'ai donné un rôle à mon IA. Quand j'ai dit agis comme un directeur commercial, donc ça, c'est un rôle. J'ai structuré mon output en lui disant que je vais avoir les informations sous forme d'un tableau. Et pareil, j'ai donné des contraintes. Donc, j'ai dit que les trois produits, c'est ce que je veux voir avec la plus forte croissance, les zones géographiques en difficulté, etc. Donc, et si on voit de l'autre côté à droite, donc le premier résultat, c'est vraiment un résumé moyen sur 10 pages. Donc, c'est un texte que vous allez rédiger. Bon, ça apporte quelque chose, mais ça apporte pas beaucoup de choses, on va dire. Alors que le deuxième, vous voyez, c'est un résultat qui est beaucoup plus facilement exploitable, beaucoup plus facilement lisible et aussi beaucoup plus facilement, vous pouvez l'utiliser pour tirer des conclusions et pour peut-être avoir des décisions derrière. Donc là, vous voyez très bien que dans le prompt engineering, c'est vraiment basé sur la formulation des instructions que vous allez donner à votre IA générative. Voilà. Donc, dans le prompt engineering, donc, quels sont les points positifs du prompt engineering? Vous voyez très bien que là, on n'a pas parlé de modèle du tout, donc on n'a pas modifié notre modèle. Donc, bien sûr, pas de changement d'infrastructure du modèle quand je parle. Il n'y a pas d'entraînement, je n'ai pas du tout touché au modèle. Même les données, je n'ai pas du tout touché aux données. Et ce qui est bien, c'est que j'ai des résultats qui sont immédiats. Donc, qu'est-ce qui est plutôt négatif, on va dire, dans le cas du prompt engineering à lui tout seul, c'est que du fait que je n'ai pas aussi changé le modèle, je ne lui ai pas donné des données supplémentaires, ça veut dire que je suis toujours limitée à la quantité d'informations que le modèle lui-même, il connaît. D'accord? Donc, je n'ai pas touché à ça. Et je ne peux pas ajuster le modèle quand je change ma façon de rédiger une instruction pour une IA. D'accord? Donc, ça reste quelque chose qui est bien à utiliser, mais qui ne résout pas un problème et qui ne va pas trop vers la spécification de votre IA. Le deuxième type, c'est le type Augmented Generation. Donc là, je reviens l'expliquer sur la figure. Donc, dans ce type-là, je fournis à mon IA des données donc, qui m'intéressent à moi. Par exemple, je suis une entreprise et j'ai des données qui sont internes. Je peux les fournir à mon IA. Et mon IA, avant de répondre à une question particulière, donc il va consulter ces données. Et là, il va trouver quelque chose qui est en relation avec le prompt ou bien avec la question que j'ai demandée. Donc, il va considérer ces données-là dans le prompt pour le modèle IA ou bien le LLM. Et en fonction de ces données-là, il va générer sa réponse. Donc, la réponse, elle va être basée complètement sur les données que j'ai fournies de mon entreprise à moi. Donc, ce sont des données. Donc là, vous voyez les documents qui est dans la partie bleue. Donc, les documents qui vont être, bon, bien sûr, donc là, informatiquement parlant, je ne vais pas garder un texte. Il va être transformé en des vecteurs qui sont réels. Une fois le prompt, il est là, je vais dans cette base de données où j'ai stocké toutes ces informations-là sous forme de vecteurs, embedding vectors,
Et là, je vais comparer ce prompt avec tous les vecteurs que j'ai dans ma base de données. Là où je trouve de la ressemblance, je vais les utiliser dans mon prompt qui est en bas. Donc, quand je dis prompt plus contexte, le contexte, il est venu de cette base de données-là. Donc, prompt plus contexte, maintenant, votre LLM, il a, dans son prompt-là, il a le bon contexte qu'il doit utiliser pour générer la réponse au prompt de départ. Donc, à droite, là, je suis partie un petit peu pour vous dire que les vecteurs, ils ont une forme particulière, ils vont avoir une taille aussi particulière. Les données ou bien les documents textes, ils vont être divisés par paragraphe. Donc, tout ça, ça fait partie de la configuration de votre Oracle. Et bien sûr, la similarité et tout, c'est une similarité qui est sémantique. C'est pourquoi j'ai parlé de automobile et voiture, pour vous dire que c'est une similarité qui porte sur le sémantique. Donc maintenant, l'Oracle, ça ressemble à quoi? L'Oracle, ça ressemble plutôt à un Open Book Exam. Ça veut dire, imaginez, j'ai un examen, j'ai des documents permis, donc je peux consulter ces documents permis pour répondre à une question particulière. Donc, les points forts du RAC, c'est quoi? Je réduis les hallucinations. Pourquoi je réduis les hallucinations? Puisque je me base sur la base de données qui m'intéresse à moi. Donc, je me base sur une base de données qui est correcte. Il n'y a pas de pré-entraînement du modèle. Vous avez très bien remarqué que le LLM que je dispose, je ne le touche pas. Il n'est pas touché. Voilà, donc j'ai des connaissances au-delà du training de mon modèle sur les données sur lesquelles mon modèle de base a été entraîné. Donc, il y a la traçabilité des réponses, puisque quand il vous fournit une réponse, il va vous dire cette réponse-là, elle vient de quelle partie de votre donnée qui ont été utilisées. Voilà, il est spécifique, bien sûr. Donc, les limites et les défis, comme vous avez vu, donc, il y aura de la latence due à la recherche documentaire, puisqu'il va chercher dans les documents quels sont les éléments qui ressemblent à ce que je cherche pour pouvoir répondre. La complexité de la configuration, comme je viens de vous dire, il y a les tailles de documents que vous allez avoir, combien les chunks, l'opération chunking qu'on appelle, vos data, ils vont comment être divisés, comment je définis la similarité entre les différents vecteurs, etc. Donc ça fait partie de la complexité du RAC. Le fine-tuning, c'est quelque chose qui est très différent. Donc là, je touche carrément au modèle sur lequel je suis en train de travailler. Donc le modèle qui est au centre, j'ai de nouvelles données pour l'entraîner. Donc ce sont des données qui sont bien spécifiques à votre domaine. Donc vous allez les utiliser pour entraîner ce modèle-là, pour avoir un nouveau modèle. Donc vous allez travailler sur le nouveau modèle qui est réentraîner. Et quand je dis réentraîner, car dans l'entraînement, donc je peux avoir différentes couches, par exemple, de mon réseau. Donc ça, c'est un exemple qui est très simplifié. Et je vais supposer que le entraînement que je vais faire sur un modèle qui a été déjà pré-entraîné, il va toucher quelques paramètres de mon modèle de départ. Donc le modèle de départ, il va avoir une centaine de milliards de paramètres. Je ne veux pas réentraîner tous ces paramètres-là. Je vais juste réentraîner une partie de ces paramètres-là de façon à ce que le modèle, si vous voulez, auquel je vais aboutir, il va comprendre un peu plus vos données spécifiques et il va répondre en fonction de vos données. Contexte protocole, donc ça, c'est un protocole qui va aider votre LLM qui est de ce côté-là à se connecter sur les différents outils qu'on peut trouver. Et c'est un modèle qui a été initié par Anthropic, donc, et qui va aider tous les LLM à agir. Donc, en intelligence artificielle, on appelle celui-là comme c'est un outil qui aide l'IA à avoir des mains. Donc, elle peut bouger, elle peut faire des actions. Donc, le fine-tuning, c'est plutôt le cerveau. Le RAC, ce sont des connaissances supplémentaires. Le prompt, c'est prompt engineering. Donc là, le prompt engineering, donc, c'est plutôt la connaissance côté utilisateur. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est une petite comparaison qui est simplifiée. Donc, quand je dis impact environnemental ou bien coût ou bien complexité, là, je me base sur ce qui vient en plus de votre LLM qui existe déjà. D'accord? Donc, c'est pourquoi je dis que la complexité technique est faible, car le LLM, il est déjà là, donc je n'ajoute pas une complexité technique. Dans le RAC, elle est modérée, dans le fine-tuning, elle est élevée, puisque je fais un réentraînement de mon modèle. Et voilà, donc l'impact environnemental, c'est... Bon, quelle approche pour quel projet? Donc là, moi, je vais vous conseiller, donc, une fois qu'on sait notre projet et qu'est-ce qu'on va faire dans notre projet, il faut choisir en fonction de vous avez vraiment besoin de quoi. Est-ce qu'il est nécessaire de réentraîner un modèle ou bien avec une base de données que vous allez mettre à côté de votre
qui existe déjà, ça va être suffisant. Et ce qui est très important peut-être, c'est de ne pas hésiter de combiner les différentes approches. Donc le prompt engineering, il est toujours nécessaire, même si on a réentraîné notre modèle, même si on a en RAG, avoir un prompt engineering, c'est intéressant. Et le RAG aussi, je peux l'adjoindre avec un modèle qui a été fine-tuné. Il y a rien qui contredit ça. Donc je peux avoir les deux. Et là, je termine. Donc voilà, je vous promets de ne pas halluciner comme IA. Passer d'un paradigme plutôt traditionnel de l'IA, c'est-à-dire l'IA symbolique, celle qui nous accompagne depuis les débuts, comme disait ma collègue juste avant, depuis 1956. Et nous allons aujourd'hui vers l'IA neurosymbolique. Ça n'ira pas. Comment je vais à la suite? Je vais les faire ça. En fait, j'ai un problème de PDF, donc je suis sur. Ouais. Ok, d'accord. Donc, Ouais, désolée. je vais mettre un peu l'historique et puis je vais vous exposer 3 applications pratiques faites par mes doctorants. Donc, toutes les références que vous verrez, ce sera exclusivement mes doctorants formés pour la plupart d'entre eux ici à l'Université de Bourgogne. Donc, l'IA, on l'a vu, c'est effectivement un mélange d'applications dans différents domaines. Vous avez quelques-uns là-haut, machine learning, traitement naturel des langues, vision robotique pour en citer que quelques-uns. Et on peut définir l'IA comme l'étude des terminaux qui vont percevoir leur environnement afin de prendre des actions, d'accord, pour répondre à un but donné. Un tout petit rappel des définitions, on l'a vu au travers de toutes les présentations, mais il est important de revenir sur ce que veulent dire les mots. Donc, on part avec l'IA de données vers connaissance. Par contre, les deux mots ne veulent pas dire la même chose absolument du tout. Donc, une donnée, c'est tout simplement une mesure. Ça va être 1, 2, 3, Toto, moins 30, 36A. Ça, c'est des données. Elles deviennent des informations dès lors qu'on les analyse ou qu'on les place dans un contexte. Dans cette pièce, il fait 25 degrés, ça c'est une information. C'est typiquement quelque chose qui nous est propre à nous, humains. On peut l'appeler également expérience, d'accord? Donc ça va être l'ensemble des faits ou des actions que nous allons déduire, soit à partir de nos informations, soit tout simplement au cours de notre vie et au travers de nos différentes expériences. C'est complètement implicite et propre à chaque humain. Et enfin, tout en haut, on a les connaissances qui sont définies comme l'intersection entre croyance et vérité. C'est simple, d'accord? Donc, ça va être l'ensemble des principes que nous, humains, nous allons acquérir tout au long d'une vie sur la base de notre intelligence, expérience, mais également instruction et formation. Pas des moindres, qui contribuent. Donc, d'une part, voilà, vous avez des données et informations qui sont complètement disponibles et explicites. Et de l'autre côté, ce sont des choses qui nous sont propres, implicites. Et là, le challenge, ça va être le gap de pouvoir passer de l'un vers l'autre. On peut aller à la suite. Et donc, effectivement, comment on va pouvoir spécifier des connaissances à partir de ce que nous avons à disposition, des données et informations. Comment préciser avec des approches logiques et formelles un raisonnement, comme nous raisonnons, humains. Et le tout avec un but pour aider l'humain, non pas de le remplacer. Et nous avons noté que pour pouvoir aider l'humain, il est très important que l'humain ait une confiance dans les décisions, les résultats produits par le système informatique. Et donc, on peut passer à la suite. Cela a donné lieu historiquement très simplement à 2 paradigmes complémentaires. Donc, le plus ancien, c'est ce que nous appelons l'IA symbolique et qui part de l'hypothèse que les mathématiques et les symboles permettent de traduire en connaissance les données et l'expérience humaine. D'accord ? En face, on a l'IA connexionniste, également appelée IA dite statistique, qui fait l'hypothèse contraire, c'est que nous n'avons pas besoin de ces symboles, d'accord, pour modéliser la connaissance et que simplement des approches statistiques permettent d'extraire ces connaissances à partir de foisons de données potentiellement annotées ou pas. Ces 2 approches ont chacune des avantages et des inconvénients. D'un côté, ici, avec le côté symbolique, logique, formel, clairement explicite, où c'est l'expert qui construit la base de connaissances et les règles de déduction, les décisions sont
traçable. Donc, logiquement, on peut comprendre, sans avoir une formation Bac+5 en quelque domaine que ce soit, pourquoi la machine arrive à telle ou telle conclusion. Là, la limite, c'est qu'avec les approches symboliques, on aura du mal à faire de la généralisation à des domaines autres que ceux sur lesquels nous avons construit notre base de connaissances. Et donc, en face, pour l'IA connexionniste, là, c'est exactement le contraire. La généralisation, aucun problème. Elle se comporte très bien par rapport à des données brouillées, manquantes, incomplètes, aucun souci. Mais l'inconvénient, c'est que pour venir expliquer à un humain, et j'entends par expliquer quelque chose qui est compréhensible, pareil, sans un doctorat dans le domaine associé, c'est pas tout à fait faisable pour l'instant, c'est encore des domaines de recherche. Et donc, c'est ce qui nous amène, on peut passer à la suite, une première approche. Donc là, je vais vous présenter deux approches. Si on peut voir en bas, parce que c'est plutôt la référence pour le doctorat, en fait, il y a la thèse. Oui. Ce n'est pas Je vérifie qu'on est tout. que le diriger, effectivement. Donc, c'est une thèse CIFRE que nous avons menée avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, avec leur antenne à Sophia Antipolis, pour combiner les données bâtiments et les données système d'information géographique. Tout ça avec un but purement appliqué, c'était pour la vérification des plans locaux et urbanisme que tout un chacun, je pense, doit connaître. Et donc, nous avons unifié les informations des deux domaines dans une base de connaissances qui c'est devenu un graphe très, très complexe. Pour rester gagné en efficacité, on a utilisé une approche permettant un filtrage à 4 niveaux, de la même manière qu'avec Google Maps, quand vous zoomez à un certain niveau, vous ne voyez plus la différence entre deux pavés de maison. Et c'est selon le niveau d'analyse qui est nécessaire pour cette analyse des PLU, que nous filtrons cette base de connaissances et nous présentons pour chaque niveau uniquement les éléments nécessaires. Ce qui a permis d'avoir une réduction de plus de 4 heures. Donc vraiment, de certaines requêtes, c'était beaucoup plus que ça. Et nous l'avons appliqué sur la ville de Poitiers. Donc, vous avez sa thèse et on l'a soutenue en 2023. Une autre application concerne, là, cette fois-ci, le domaine des systèmes ferroviaires. C'était en collaboration avec l'IRT Railenium, thèse entièrement financée par Railenium et appliquée sur le projet TELI de la SNCF, le plus gros projet innovation de la SNCF sur les dernières années. Et l'idée a été avec des approches symboliques. Donc, nous avons construit une base de connaissances pour la vérification des différents documents qui sont utilisés pour la spécification des systèmes ferroviaires, mais au sens large. Et puis, on a utilisé deux principaux concepts, le template et le pattern. Donc, on a identifié des structures dans l'expression des règles, des structures assez haut niveau, qu'on pourrait comparer, par exemple, à une phrase doit avoir un sujet, verbe, complément. Et puis, à partir de ces structures haut niveau, on utilise des bases de connaissances par domaine, pour venir instancier ces concepts qui sont définis à un haut niveau d'abstraction. À la fin, ça nous permet d'avoir une automatisation de ce processus de vérification qui était 100% réalisé manuel avec la génération de rapports de vérification, thèse soutenue à la fin de l'année 2025, fin décembre 2025. Toujours ici à l'Université de Bourgogne. Et donc, cela nous permet donc d'illustrer un peu les deux approches. Donc, pourquoi on va vers l'IA neurosymbolique? C'est que l'IA symbolique, autant vous avez pas mal d'avantages concernant la traçabilité et l'interprétation des résultats, autant il va être difficile, par exemple, de généraliser l'approche qu'on a proposée pour le domaine ferroviaire à complètement un autre domaine, automobile, par exemple. Donc, il va falloir, à un moment donné, avoir cette complémentarité apprentissage et raisonnement, chose que tout enfant de 3 ans fait. C'est la vie humaine qui est constituée ainsi d'un ensemble d'apprentissages couplés à du raisonnement. L'un sans l'autre n'est pas très efficace. Et donc, c'est l'IA neurosymbolique qui est le paradigme plutôt naissant depuis quelques 3-4 ans maintenant. Et puis, donc, je vais terminer avec une toute dernière application qu'on a fait avec un autre de mes doctorants, Sébastien Guillemin, avec cette fois-ci la police scientifique française comme partenaire et plus particulièrement une approche pour l'appariement de stupéfiants. Donc, nous avons utilisé pour cela la base nationale STUPS, qui regroupe tous les incidents en France d'interpellation depuis 1985,
Et comme vous pouvez vous douter, cette base-là n'est pas particulièrement bien renseignée. Il y a des interpellations faites en 87 qui ne vont pas avoir le même niveau de détail que celles qui sont faites maintenant, tout simplement. Mais le problème pour les experts de la police scientifique est que lorsqu'ils vont avoir un nouvel échantillon qui est, j'allais dire trouvé, c'est pas l'idée, mais dès qu'ils détectent un nouvel échantillon de drogue, l'idée, ça va être de le profiler avec leurs approches, et puis à partir de ce profil, essayer de le rapprocher à des profils dont ils disposent déjà dans cette base de données STUPS, le but ultime étant de remonter les filières. Et donc, on a proposé notre approche qui combine ici sur la partie gauche le côté uniquement symbolique. Donc, on a construit l'ontologie, la base de connaissances correspondante à la base de données STUPS, qui permet dès lors de requêter, de filtrer, d'améliorer toutes ces données de la base. À côté, on a proposé un nouveau moteur de règles logiques qui permet à l'expert de la police scientifique de pondérer certains éléments de la règle, puisque parfois, la priorité va être donnée, par exemple, à la couleur de l'échantillon. Parfois, la priorité va être donnée à la distance temporelle par rapport à un échantillon similaire. Et ce n'était pas possible jusque-là. Nous avons donc cette approche de règle qui est spécifiée par le doctorant ici. Et donc, on a effectivement une approche neurosymbolique qui, utilisant un réseau de neurones, permet de découvrir des nouvelles règles et venir affiner les règles déjà utilisées par les experts pour améliorer le rapprochement entre les profils. Thèse également soutenue fin octobre 2025 à l'Université de Bourgogne. Je vous remercie pour votre attention et je souhaitais souligner le fait que donc, vous avez deux principales structures, mais il y en a d'autres en dehors des différents laboratoires et toutes celles que vous auriez pu voir ici, mais pour des futurs projets de recherche au sein de l'Université de Bourgogne, donc vous avez d'une part la Fédération des sciences du numérique nouvellement créée qui ressemble à 3 laboratoires, LIB, INVIA et DRIVE, et le pôle interdisciplinaire intelligence artificielle de l'Université de Bourgogne, divisé en 4 principaux axes et qui vous permet d'atteindre des chercheurs dans tous les domaines, autres que l'informatique également, également sciences humaines et sociales. Pour des démarches aux usagers et l'optimisation un peu des processus métiers. Donc, moi, je vais montrer 2 petits cas d'usage assez intéressants, où on a réussi à intégrer des méthodos pour augmenter le traitement de données et le volume d'informations traitées. Donc, je rappelle un petit peu ce qu'on faisait. Donc, les 2 grands cas d'usage, c'est d'améliorer, on veut automatiser au maximum pour recentrer, on va dire, nos ressources sur des tâches moins rébarbatives, parce qu'on a quand même beaucoup au sein des collectivités, et on veut toujours garantir un bon niveau de service et une fiabilité de nos services. Donc les 2 cas, c'est le premier, c'est on va dire, c'est de la modération de contenu. C'est assez simple, vous allez voir, ça marche très bien. Et le deuxième, c'est la vérification de conformité de données. Donc le premier cas, la modération de contenu, on l'a mis en place sur un agenda intelligent. Donc l'objectif était assez simple. À la métro, sur l'ensemble du territoire, il y a des associations, des particuliers, des collectivités, des institutions qui peuvent organiser, on va dire, des événements au sens large. Et l'idée, c'est de faire un outil qui va aller récupérer toutes ces données et va nous les analyser pour permettre une diffusion selon, on va dire, les règles, on va simplifier, les règles éditoriales mises en place par les communications institutionnelles. Donc, le principe est assez simple. On a donc une proposition d'événement faite par une personne lambda. On a tout un système de règles qui est mis en place. Et derrière, on utilise un système de modération. Donc là, n'importe quel on va dire, système IA sur accessible. On utilise beaucoup Mistral. Et on va lui faire travailler pour dire est-ce que dans ce contexte-là, cet événement, il est correct? Est-ce que cet événement, il est
est lisible, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, tout ce que faisait en fait au final un opérateur dédié. Une fois cette on va dire, modération automatique réalisée, on peut avoir une diffusion en temps réel. J'ai mis un exemple sur diffusion.fr, ou sinon on peut y avoir un retravail, une intervention humaine derrière si nécessaire. L'idée aussi toujours de ces outils qu'on intègre, c'est de laisser toujours la décision aux agents ou à l'humain au sens large. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. Il n'y a pas de substitution ou d'outil qui va décider par lui-même le principe. On le dit donc pour de la modération. Un biais très important, c'est faire de la classification. Donc, quand on lit un contenu comme ça, on peut facilement le rethématiser pour l'envoyer sur des sources, enfin sur des cibles plutôt, que l'on souhaite. Donc là, c'est l'événement, c'est quoi? C'était au clameur, donc c'était un débat, lecture, conférence, et après, ça peut aider soit sur les parties, on va dire, sites pour faire faciliter les recherches, ou alors dans des données type open data pour rediffuser sur des centres plus ciblés. Voilà, donc là, le premier cas en résumé. Donc ça, c'est un petit projet qu'on a mis en place l'année dernière, qui est sorti assez vite et qui est en production. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est que c'est en production et c'est utilisé au quotidien en ce moment par les assos, donc à peu près 3000 événements. Et là, maintenant, ça a été fiabilisé la chaîne, on va l'étendre plus largement sur le territoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'évoquait ce matin Xavier Lenoir, un peu sur les opportunités, quand on montre cette possibilité en interne, ça fait, on va dire, des petits, et on va réitérer un peu ces principes dans d'autres cas d'usage. Le second, donc l'IA au cœur un IA au service de l'expertise métier. Donc là, ce qui est très intéressant, on a un cadre réglementaire dans les collectivités sur l'accueil des enfants en temps scolaire ou périscolaire, sur les validités des données de santé, surtout sur le carnet de vaccination sur les vaccins. Je pense que tout parent a déjà donné une photocopie bien propre de son carnet de vaccination des enfants, ainsi de suite. Et il y a un contrôle qui doit être fait avant chaque accueil. Sur Dijon, c'est 10 000 enfants par an. Donc, je pense que le contrôle est un peu permissif, on va dire. Et donc, là, l'idée, c'est de mettre un outil qui va aller, dans ce cadre-là, aider encore toujours à la décision, mais en gardant toujours des règles assez fortes sur l'utilisation de la donnée dans le cas de l'utilisation. Donc là, le principe est un peu plus différent, c'est qu'on va utiliser un agent administrant dédié à l'OCR pour aller surtout extraire des données, pour en gros lire le document, relire une patte manuscrite, soit multilangue. On verra, j'ai mis un petit exemple. On a plusieurs, on n'est pas limité à la langue française. Et derrière ça, on a toujours un algorithme déterministe qui va permettre de vérifier la mise en conformité. Donc en fait, on lit le document, on regarde les éléments, et derrière, on a un algo. On sépare bien les éléments sur plusieurs raisons. On n'a pas besoin de demander à l'IA si une date elle est inférieure à 2020, parce que de toute façon, ça, il n'y a pas besoin d'utiliser une algorithmie complexe. On utilise, on la segmente pour qu'il y ait toujours une utilisation raisonnée. Ça ne sert à rien de la faire tourner sur des volumes sur lesquels il n'y a pas besoin, vraiment pour cibler et la cloisonner. Derrière, il y a aussi, d'un point de vue réglementaire, de laisser la décision à l'IA n'est pas encore conforme sur certains points, surtout sur les données de santé. C'est pour ça qu'on est reparti sur un algo déterministe. Et ce qui est marrant, ça fait un peu le parallèle
ce qu'on a vu avec Anna avant, ou avec les deux types d'approches. Et là, on a les deux types d'approches qui vont être combinés. On a l'approche statistique, générative, et derrière une algorithmie plus classique, c'est un moteur de règles au final. Donc là, deux exemples des capacités qui peut être réalisées. Bon, on a anonymisé, bien évidemment. La lecture nous rend, on va dire, un tableau lisible avec les états de signature, ainsi de suite. C'est un exemple classique français. Et à côté, c'est du cambodgien, je crois. Et donc là, elle réextrait les données. Donc ça, on peut l'automatiser après. Et c'est là, après, qu'on va faire le contrôle. S'il y a bien une date de vaccination, l'enfant peut être accepté et accueilli sur les centres, enfin, au sein des services municipaux. Ça, c'est une expérimentation qu'on est en train de démarrer. On voit ce que je disais en introduction, on vise à peu près 10 000 dossiers, 10 000 dossiers, enfants, parents. Il y a un vrai sujet de souveraineté et de sécurité de la donnée. Donc là, on va faire tourner nos modèles en interne, principalement. On va voir comment on les déploie, ou dans du cloud souverain sur lequel on a nos infrastructures cloisonnées. Et on veut toujours aussi garantir une utilisation raisonnée en termes d'impact environnemental. Et puis l'impact environnemental derrière aussi, c'est un impact de coût. Il ne faut pas se cacher. Que si on la fait tourner à fond, ça va coûter des bons deniers publics. Donc il faut éviter ça. Donc, on a toujours, dans tous nos projets qu'on monte, on a toujours cette vue où on veut rendre opérationnel un service, l'intégrer, optimiser nos process métiers, mais derrière une mesure d'impact pour voir la cohérence ou pas et du déploiement derrière. On ne va pas construire des process ultra complexes et dire à la fin, de toute façon, si on le faisait à la main, on gagne un peu de temps, mais c'est exponentiel si on informatise tout. Voilà, j'avais déjà un peu démarré la synthèse. Donc, ça nous permet de moderniser nos processus métiers. Ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment des gains sur l'interaction de temps réel, sur de l'information qu'on peut rendre à nos usagers en lui disant attention, vos démarches ne sont pas bonnes. Il ne va pas attendre 7 jours qu'il y ait une personne qui a analysé pour redonner des réponses. Donc, ça, c'est vraiment le gain qui est important. Faut que ça reste toujours maîtrisé, qu'il y ait un cadre bien défini. Il ne faut pas que ça sorte des clous, parce que là, sinon, c'est un enfer. Et on est toujours dans une approche où on est en appui des compétences métiers. Ce n'est pas nous, l'IT, qui avons décidé à la place d'eux. On va aller travailler avec nos équipes pour dire attention, vous faisiez comme ça, on peut optimiser dans ce sens-là. Et en gros, ça va vraiment jouer un rôle d'assistant plus qu'en plateforme. Voilà, 11 minutes. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, ma question, c'était par rapport à la partie automatisation. Oui. On fait les deux questions. La partie automatisation, est-ce que c'est du code développement Python ou bien c'est l'orchestration à travers les outils qui existent comme LNTM ou d'autres? Et alors, le développement, on va dire, on le fait, nous, sur nos stacks de développement, on est en C# en fait. C'est pas du Python. On fait des appels, des LLM. Donc, en fait, en gros, c'est de l'appel API. Et on l'orchestre comme ça, en fait. D'accord. Donc, Ça répond à la question. Donc, la deuxième, c'était par rapport à la partie de durée d'impact environnemental. Oui. Quels sont les indicateurs que vous avez utilisés pour mesurer cet impact?
Alors ça, c'est ce qu'on évoquait un peu ce matin avec Xavier. Euh, on n'a pas de mesure, on n'a pas vraiment d'abac qu'on applique à chaque fois. On essaye de mesurer surtout les temps d'exécution de l'IA, en fait. Et à partir de là, on en déduit l'impact qui est derrière. Après, ce qui est toujours complexe, c'est de le comparer à ce qui aurait été fait autrement, en fait. Dans notre cas classique, où c'est un opérateur qui interagit, c'est plus complexe de mesurer son temps d'analyse, son temps de gestion. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend que son temps où il est derrière le PC ou on prend le temps pour... il est né à l'âge de... Il y a 20 ans et il a mis 20 ans pour grandir là-dedans. Donc c'est là que c'est assez complexe sur l'impact écologique. Mais pour le moment, ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est de minimiser vraiment l'utilisation pour pas diverger en fait. Si on voit que sur une analyse d'un document, la machine elle tourne à 5 minutes, c'est pas possible en fait. Donc là, on va réduire et on va dire jouer entre guillemets, essayer des modèles plus ou moins énergivores pour voir la cohérence des résultats. Et après, à force, on va dire, un peu empirique, où on se retrouve comme ressource sur le net ou ailleurs sur les papiers, on va s'orienter sur un tel et tel modèle. C'est comme ça qu'on fonctionne. Merci. Donc, on va reprendre avec l'intervention de Simon qui va nous présenter Comparia, que certains d'entre vous connaissent déjà. Dans le niveau 1, on vous demande donc votre attention. Vous aurez tout le temps de discuter à nouveau après. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Juste une petite seconde, désolé d'interrompre vos conversations. J'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui connaissent Comparia dans la salle? Ok, tout le monde connaît Comparia. Bon, je peux remballer mes valises et rentrer à Paris. Super, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Du coup, peut-être au lieu de ça, je vais vous présenter très rapidement les nouveautés de Comparia, ce sur quoi on travaille, ce sur quoi on avance, les nouvelles directions, aussi ce qu'on a réussi de faire ces derniers mois. Et voilà, comme ça, on peut en discuter. Je sais que Bertrand, il a des retours. Hein, on pourra creuser ça un peu plus en détail. Mais si vous aussi, vous avez d'autres retours, vraiment, n'hésitez pas à les remonter, soit aujourd'hui, soit par mail. On est vraiment dans une phase de dynamique de transformation de Comparia, tout en gardant un essentiel au cœur. Donc, l'expérience Comparia de base, elle ne change pas vraiment. Donc là, par exemple, j'avais préparé une petite démonstration. On pose une question, deux modèles anonymes qui nous répondent. Ensuite, on dit lequel des deux on a préféré ou pas. Donc là, par exemple, on va rajouter un petit bouton. J'ai détesté les deux, ou les deux sont mauvais. Avoir la formulation exacte. Et puis côté impact environnemental, en fait, on a eu une mise à jour assez énorme sur Comparia. Une mise à jour qui fait que, de la part de Ecologits, donc c'est une association qui fait de la recherche sur l'impact environnemental des modèles et qui propose de faire des estimations pour cet impact environnemental. Et ils sont alignés avec les dernières études de Google, de Mistral, qui ont sorti des chiffres assez intéressants là-dessus. Et on s'est rendu compte que l'impact environnemental des modèles par génération, il n'est pas si énorme. En fait, il y a quand même des différences très grande entre les différents modèles. Donc un modèle avec 4 milliards de paramètres, il ne va pas consommer autant qu'un modèle de 1000 milliards de paramètres. Les architectures aussi, elles jouent énormément. Néanmoins, avec des technologies comme du batching, donc mettre plusieurs requêtes en même temps dans la mémoire du GPU et les exécuter un peu l'une après l'autre de manière séquentielle pour optimiser la consommation énergétique, ont permis de quand même drastiquement faire diminuer l'impact environnemental. Et donc là, par exemple, avant, on avait une interface où on montrait les watters et puis une équivalence en ampoule LED, en streaming de vidéo. On voit que ça, c'est plus vraiment pertinent parce que cette requête, par exemple, sur la gauche, ça consommerait potentiellement autant que 5 à 10 secondes d'ampoule LED. Donc vraiment pas grand-chose. Là, on consomme beaucoup plus que ce modèle GMA 3 12B. Néanmoins, là où ces modèles ont un impact assez important, c'est dans ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Les usages ont explosé ces derniers temps.
Si vous utilisez un peu l'IA agentique ou même ChatGPT, ils répondent de plus en plus longuement, ils utilisent de plus en plus d'outils. Il y a des modèles qui appellent d'autres modèles pour générer des réponses avec d'autres modèles. Donc on a une compilation comme ça des requêtes qui sont envoyées. Et donc l'impact, et en plus, en parallèle, la population, elle adopte très rapidement les IA génératives, notamment dans certains milieux professionnels comme la programmation, le code. Je le sais parce que j'en suis coupable aussi. Et donc, les estimations, elles sont beaucoup plus intéressantes quand on passe à l'échelle et notamment qu'on compare différents modèles. On est dans une phase d'exploration de quelles sont les bonnes équivalences et comment bien expliquer ce passage de l'usage individuel et pénalisé à l'usage collectif et à repenser. C'est pas une question très facile et on essaie de travailler là-dessus avec des chercheurs aussi. Néanmoins, voilà, ça c'est un chantier sur lequel on va avancer pas mal côté Comparia, sur comment on communique autour de l'impact environnemental pour en même temps montrer que ça a un impact environnemental, mais montrer que cet impact, il varie selon les modèles, il varie selon les usages aussi, parce que certains modèles sont plus verbeux que d'autres, certains usages utilisent plus d'énergie que d'autres. Donc ça, c'est une des catégories des améliorations côté Comparia. Côté sensibilisation, on commence aussi à beaucoup s'intéresser à tout ce qui est biais culturel et linguistique. Avant, ce n'était pas un sujet auquel on touchait beaucoup, parce qu'on n'avait pas assez de données. Désormais, on a 268 000 votes sur Comparia et 700 000 questions posées au total depuis 1 an et demi. Ça veut dire qu'on a un jeu de données assez intéressant. Et donc, on peut commencer à étudier des choses comme les emojis. L'usage des emojis, par exemple, par un des deux modèles. Est-ce que un modèle qui utilise les emojis aura plus de préférences, plus de votes de la part des utilisateurs que l'autre? Les emojis, c'est peut-être un peu trivial. On peut s'intéresser à la longueur du texte ou la lisibilité du texte. Donc, plein de questions de recherche assez intéressantes sur lesquelles on travaille, par exemple, avec Dauphine PSL. Potentiellement, on va travailler aussi avec l'INRIA. On est aussi à la recherche d'autres chercheurs qui souhaitent travailler sur ce jeu de données pour creuser ce genre de particularité. Ce jeu de données, c'est le plus grand de ce qui existe en français. D'ailleurs, on est en train de l'étendre aussi à d'autres langues. On a lancé Comparia en danois, on va lancer Comparia en suédois, estonien, lituanien, norvégien et quelques autres langues. Et on a un projet de l'étendre de plus en plus. Et ensuite, on va aussi essayer d'aller un peu plus loin dans les cas d'usage. Donc, pour le grand public, on rajoutera des fonctionnalités comme la recherche web, qui sont très demandées depuis le tout début de Comparia, mais qu'on a hésité à rajouter parce que ça rajoute une certaine subjectivité aux réponses des modèles, parce qu'on leur prémâche un tout petit peu le contexte et on compare plus des modèles bruts, mais des modèles augmentés un tout petit peu avec du contexte, même si c'est le même. Pareil pour le téléchargement de documents. Et de l'autre côté, on essaierait aussi d'inciter de plus en plus à des usages professionnels. Donc lancer des arènes, je sais pas, biomédicales, lancer des arènes juridiques pour que des professionnels de ces secteurs-là puissent venir sur Comparia poser des questions très précises sur ces domaines-là, parce que c'est ce type de données qui vont intéresser le monde de la recherche et aussi les personnes qui réentraînent les modèles à partir de ces données. Ça va nous permettre aussi de faire des cartographies très intéressantes des différents cas d'usage. Donc, Comparia est en train de garder cet aspect grand public, sensibilisation au cœur du projet, mais en même temps, on essaie aussi d'approfondir un peu certaines verticales pour avoir des données très précises, très professionnelles sur certains secteurs. Donc, j'ai évoqué l'impact environnemental, les biais. Je n'ai pas évoqué le troisième axe de sensibilisation que nous avons côté Comparia, qui est la diversité des modèles. Ici, mon téléphone, hop, désolé, c'est connecté à mon réseau personnel, ça ne capte pas très bien. Mais donc, juste pour vous en dire un peu plus, on est en train d'étendre de plus en plus la liste des modèles qu'on a sur Comparia, avec de plus en plus de modèles complètement open source, comme par exemple Apertus 70B Instruct, mais aussi des modèles européens comme OpenEuroLLM, EuroLLM, d'autres initiatives qui peuvent exister pour montrer une vraie diversité de modèles. Depuis le début, on a comparé autour de 110, 111 au total. On a des classements qui commencent à être assez intéressants et on va continuer à alimenter cette liste de modèles. Si jamais vous avez des idées ou des modèles qui manquent, vraiment, n'hésitez pas à les proposer. On est très preneur de vos retours là-dessus.
pour intégrer de nouveaux modèles. Et aussi cet été, pendant que la période était un tout petit peu plus calme côté cas d'usage professionnel, on a aussi beaucoup investi dans ces fiches-là. Donc, on a des fiches modèles qui sont de plus en plus détaillées pour expliquer des concepts comme la taille du modèle, mais aussi pour des publics un peu plus techniques ou par exemple pour des facilitateurs d'ateliers, avoir une section Le saviez-vous où là, pour le coup, on parle vraiment de la technique, de comment il a été entraîné, parce que c'est dans ces domaines-là que les modèles commencent à s'orienter et aussi se spécialiser. Et on trouve que c'est assez intéressant de mettre en avant ces particularités-là, tout en essayant d'être le plus lisible possible. Et donc, Comparia aussi pour nous, c'est un peu un guichet unique pour des informations sur une grande variété de modèles pour permettre de mieux choisir ces modèles d'IA générative conversationnelle. Donc voilà sur Comparia, voilà sur nos actualités et nos ressources. Donc là, c'est un peu un défi parce que normalement, ce que je vais vous présenter là en 10 minutes, ce sont des ateliers qui durent 1 heure. Donc je vais essayer d'aller très très vite. Donc ici, je suis sur l'onglet IA de VitaScience et on a plusieurs interfaces possibles. On a 2 types d'interfaces. On a des IA génératives et des IA de classification. L'IA de classification la plus communément utilisée, c'est l'IA de classification d'images. Donc, c'est celle-là que je vais vous montrer. Et donc, sur cette interface, ce qu'on propose, c'est de venir entraîner son propre modèle de reconnaissance d'images. Donc, ici, il faut que j'entraîne mon IA à reconnaître des catégories d'images. Donc, par exemple, je vais définir une catégorie chien. Je vais aller chercher dans la base de données qui est disponible sur la plateforme des images de chiens. Donc là, ici, on a des images de chiens. Je vais toutes les prendre et utiliser. Je vais créer une deuxième catégorie chat. Et pareil, je vais aller chercher les images correspondantes. Et là, je vais quand même m'en garder une pour tester mon IA quand même, qu'il n'y ait pas eu toutes les images qui aient servi à la phase d'entraînement pour pouvoir la tester, pour voir si elle marche bien quand même, pour reconnaître des images. Donc j'utilise et j'entraîne mon modèle. Donc là, les calculs se font, les modèles sont recalculés pour que l'IA derrière soit capable de faire une prédiction sur est-ce que l'image que je lui fournis, c'est plutôt un chien, plutôt un chat. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appelé mes 2 catégories. Parce que si j'avais appelé ma catégorie chien humain, il me l'aurait appelé humain. Et donc ici, pour tester mon IA, j'ai juste à lui fournir l'image que je lui avais fournie. C'est celle-là. Ouais. Merci. Et donc là, oui, Victoire, c'est un chat. Donc là, l'IA me dit 100%, mais l'IA n'est jamais sûre à 100%. En fait, c'est un arrondi, parce qu'on est très proche, on doit être à 99,999. Mais c'est toujours une estimation, on n'est jamais à 100%. Et donc, l'IA ici estime que l'image que je lui ai fournie correspond plutôt aux caractéristiques des images de chat que je lui ai fournies dans sa phase d'entraînement. Après, qu'est-ce qui me dit que l'IA, elle se base bien sur des caractéristiques pertinentes pour catégoriser le fait que cette image, c'est un chat? Est-ce qu'au final, toutes les images que je lui ai fournies de chat, il n'y a pas un fond blanc? Et ce qu'elle reconnaît, ce n'est pas forcément le fait que c'est des chats, mais en fait, c'est un fond blanc derrière. Pour ça, je peux utiliser une fonctionnalité qui permet de voir les zones d'influence de l'image. Et donc ici, en fait, ce qui est coloré, ce sont les pixels qui ont eu le plus de poids dans la prédiction que va faire l'IA. Bon, ça ne me permet pas d'être sûr à 100% que les caractéristiques sur lesquelles se base l'IA pour catégoriser les images sont pertinentes, mais au moins, je vois qu'elle ne se base pas sur des potentielles caractéristiques non pertinentes, donc le fond blanc. Voilà. Et ensuite, on peut rentrer encore un tout petit peu plus dans le détail. Donc là, on ouvre vraiment la boîte noire et on va chercher à voir ce qui se passe entre l'image que j'ai fournie à l'IA et la prédiction qu'elle va faire. Donc en fait, là, je viens visualiser le réseau de neurones qu'il y a derrière, si ça s'ouvre. J'attends. C'est bon. Donc ici, on a une vue simplifiée d'un réseau de neurones. On a différentes... Oups. Donc on a différentes couches du réseau de neurones convolutifs, c'est simplifié. Et donc ici, si je regarde la vue détaillée, je vois les différentes couches du réseau de neurones jusqu'à ici, on ne voit pas très bien, mais c'est
la prédiction faite par le modèle. Et donc ici, si on veut rentrer dans le détail, mais ce n'est pas forcément nécessaire, je peux regarder vraiment l'interaction qu'il y a entre les différentes couches de mon réseau. Ah, je ne peux pas dézoomer. Bon, c'est pas très intéressant, de toute façon, c'était juste d'une couche à l'autre, on peut aller vraiment creuser dans le calcul qu'il y a derrière. Mais vraiment, à un niveau d'acculturation, c'est pas forcément nécessaire d'aller dans ce niveau de détail. Voilà, je passe très vite, je retourne là-dessus. Et donc ici, c'était pour les IA pour catégoriser des images, et on peut en faire des projets. Donc on peut faire avec ses élèves une IA qui catégorise des déchets. On peut faire une IA qui catégorise des images d'abeilles ou de frelons pour pouvoir détecter s'il y a un frelon qui vient dans une ruche. Et voilà, il y a des cas d'usage qu'on a observés qui sont intéressants, en tout cas chez les enseignants. Et après cette entrée en matière avec des IA plus simples, on peut commencer à aller toucher du doigt les IA génératives. Donc ici, générative de texte. Donc on est sur une interface équivalente, grand modèle de langage, ChatGPT, même si elle est un peu moins épurée parce qu'on a beaucoup de fonctionnalités pédagogiques accessibles. Donc ici, si je commence à discuter avec mon modèle, bon, c'est en anglais. Et d'ailleurs, c'est pas très visible en mode sombre. Je vais replacer comme ça. Bah alors, ça ne veut pas. Bon. Bon, vous comprenez l'idée. Donc ici, c'est le message que moi je lui envoie. Et derrière, l'IA me répond. Et donc, elle me génère les tokens un par un. Et il y a une probabilité associée à chacun de ces tokens. Et donc ici, on peut aller explorer les probabilités associées à la génération de chacun de ces tokens. Et on peut voir, par exemple, qu'ici, on a un des tokens qui a été sélectionné qui n'était pas forcément le plus probable. Et donc ici, on peut aborder des sujets comme la température et le fait qu'on a laissé un certain degré de liberté à l'IA pour choisir le token qui vient à la suite des précédents. Et donc, on peut jouer aussi avec ce degré de température ici, le moduler. Et derrière, si par exemple, ici, on a une réponse comme a formulé l'IA, j'ai eu un token de sélectionné ici, mais c'est possible que je lui demande de régénérer à partir de ce token, mais à partir d'un autre token que je sélectionne ici. Donc là, on a vraiment la même base, the Milky Way got, on a le même début de réponse, sauf que je lui ai demandé de changer ici le token suivant, et donc elle m'a adapté, elle m'a régénéré la réponse à partir d'un token différent, ce qui permet de voir que si on change un seul élément dans la réponse de l'IA, bah, ça change complètement la suite de la réponse qu'elle va me fournir. Et donc que les IA génératives de texte sont très sensibles à chaque étape de leur génération qui vient complètement redéfinir ce qui va arriver ensuite dans la réponse. Voilà, et on a des outils de compréhension un peu de la consommation énergétique, un peu à l'image de ce que présentait l'outil Comparia. Voilà, globalement, les aspects, je pense, les plus intéressants ici. Et dernier, très rapidement, on a aussi cette interface de génération d'images qui, pareil que n'importe quel grand modèle, on peut générer des images d'un prompt. Donc là, un héros en costume dans une ville. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les différentes étapes de génération de l'image. Donc, on voit en fait qu'on part d'un bruit visuel qui est progressivement débruité. Donc, ça permet d'apprécier aussi les mécanismes qu'il y a derrière ces IA-là, qui sont un peu le reflet de la manière par laquelle elle a été entraînée, cette IA. Voilà, et donc les mêmes fonctionnalités de consommation énergétique ici aussi. D'ailleurs, une consommation beaucoup plus importante sur la génération d'images que de texte. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'en suis, je vais m'arrêter là. En ligne, avez-vous établi une liste de use cases enseignants et sont-vous OK pour la partager? Alors, on a une partie ressources
sur laquelle on a potentiellement des cas d'usage des différentes interfaces. Donc, c'est possible d'aller retrouver des ressources qu'on crée des enseignants sur différents cas d'usage. On en a référencé quelques-uns. J'ai donné 2 exemples tout à l'heure. Je ne les ai pas tous en tête, mais on peut les partager avec plaisir. Le temps que ça s'installe, je vais prendre la parole. Donc, pour ma part, je suis Christophe Cudel et je suis accompagné d'Elias Mouaed, qui est chef de projet, c'est ce qui était noté tout à l'heure sur la petite affiche, mais qui est également doctorant au sein de l'IRIMAS. Une présentation très simple, en fait, on va présenter cette architecture qu'on a développée, donc l'architecture Goéland, et puis ensuite on détaillera quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées. Tout d'abord, le contexte. Je porte un NCU pour l'Université d'Alsace, l'NCU Goéland. Les NCU sont des programmes qui visent à la réussite en licence. Et notre NCU, de façon très synthétique, en fait, comporte 3 axes, et notamment un axe qui m'intéresse ici, qui est plus 3, donc c'est la transition entre le lycée et l'université. On devait à l'origine du projet, 2018 à peu près, réaliser ce qu'on appelle un GPS d'orientation, qui était opéré avec une entreprise de la tech, pour diverses raisons, essentiellement qui sont liées à des questions de RGPD. On n'a pas pu mettre en place ce projet au sein de l'université. Et puis, il y a eu un moment favorable l'année dernière, ou il y a 2 ans plus tôt, où on a retravaillé l'ensemble des formations universitaires parce qu'on était de niveau, donc on était accrédité. Donc, on avait des données qui étaient assez fines sur chacune des formations. Et puis, il y avait l'arrivée également de l'IA générative. Et on a pensé proposer un chatbot qui était plutôt dédié donc, à l'offre de formation de notre université. Derrière ça, en fait, il y a des enjeux de souveraineté également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les jeunes, il y a l'article dans le Figaro très récemment, on indiquait que 48% des jeunes utilisaient l'IA générative pour s'orienter. Et face à un modèle économique de l'IA aujourd'hui qui n'est pas tout à fait ça, on voit de plus en plus de publicité finalement de arriver dans les réponses qui sont générées par l'IA. Il s'agissait aussi d'avoir une information qui reste finalement institutionnelle et relativement fiable. Toute l'idée en fait de créer donc, ce chatbot. Donc on a structuré le travaux autour d'un laboratoire de recherche, d'une équipe, avec un ancien chercheur qui est le coordinateur scientifique, un chef de projet manager qui est doctorant, et puis 2 informaticiens qui au quotidien développent et continuent de développer la plateforme. Voilà, donc j'ai résumé déjà une partie des informations qui sont contenues dans ce slide. C'est un public visé qui est des lycéens, mais également des étudiants qui veulent faire un master, puisque les jeunes de formation des masters de l'université à l'intérieur. Maîtriser l'information institutionnelle, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de sites qui sont institutionnels, qui décrivent l'offre de formation. On peut également, donc, déjà en premier temps, s'approprier ces données, et puis surtout pouvoir donner la possibilité que les formations puissent entrer des données qui sont encore plus fines. On verra ça tout à l'heure. On souhaite bien sûr être conforme au RGPD, on fait de l'anonymisation, pas de sauvegarde. On va parler parce que ce n'est pas tout à fait exact, puisque dans le cadre de la recherche, on essaie de sauver les prompts pour l'instant, et puis avec une interface qui est standard par rapport à ce qu'on connaît avec les LLM. Donc, avant de passer la parole à Elias, juste un petit descriptif pour à quoi ressemble le site. Alors, on voit que c'est une structure classique, ça ressemble à la plupart des interfaces que nous connaissons. Et puis, on a donc développé une petite interface de gestion des discussions, ce qui permet de pouvoir éventuellement prendre la discussion, l'enregistrer et puis la rapporter pour continuer l'échange ou le dialogue un petit peu plus tard. Et pour la suite, je vais laisser la parole à Elias. Bonjour à tous. Alors, en ce qui concerne l'architecture du chatbot, c'est une architecture assez classique avec la technique qu'on appelle le tool calling, donc l'utilisation d'outils, où chaque requête utilisateur va passer par un premier LLM qu'on appelle orchestrateur, qui va avoir la tâche de choisir le meilleur outil le plus adapté à la requête utilisateur. Sachant que plus ou moins chacun des outils va utiliser la technique qui a déjà été présentée, qui s'appelle le RAG, avec par contre des données, plutôt un nombre de données, une quantité de données qui sera différente à chaque fois. Les principales sources de données qu'on utilise pour ça sont d'abord les données des formations qu'on trouve à l'université,
sous différentes formes, du texte, des maquettes, on verra ça plus tard, et aussi des autres données qui, elles, sont des données liées à l'université, mais hors formation. On peut penser à tout ce qui est données d'inscription, localisation, ce genre de détails, comment y accéder. Et bien sûr, comme troisième outil, on a mis la web search, qui a plus un rôle de consolider ou de complémenter une réponse qui serait partielle ou manquante par rapport à des données qui nous manqueraient. En s'aidant du coup de ces outils-là, de ces données récupérées et de l'historique des conversations, le modèle sera à même, en théorie, de fournir la meilleure réponse à l'utilisateur. Voilà donc à quoi ça ressemble sur différents exemples. Vous avez déjà vu maintenant à quoi ressemble l'interface. On a mis le focus sur tout ce qui est la simplicité et la prise en main, puisque maintenant, à une époque où les LLM et les chatbots sont devenus très populaires, on n'a pas envie de réinventer la roue en termes d'interface, autant laisser une interface simple auquel les gens sont habitués à la ChatGPT. Donc un autre exemple. En ce qui concerne l'infrastructure, le serveur tourne sur une VM, où vous voyez les caractéristiques à l'écran, ce n'est pas forcément intéressante. La base de données est sur une autre VM, là aussi rien que de très basique. Concernant le LLM qu'on utilise, on a deux sources de LLM possibles. La première, c'est via l'API ILAS, que M. Olivier Wong a présenté plus tôt cet après-midi. Et la seconde, qu'on garde pour l'instant en backup, puisqu'on a totalement switché sur l'API ILAS, c'est via notre propre Arsan, qui est donc hébergé localement sur le terrain de l'Université de Haute-Alsace, et qui peut, elle aussi, fournir des capacités de réponse et de temps de réponse plus ou moins égales à l'API ILAS. Dans les deux cas, que ce soit par ILAS ou sur l'Arsan, c'est le même modèle, le même LLM qui est utilisé, Mistral Small 3.2, donc 24 milliards de paramètres, une taille relativement standard qui nous suffit. Pour le RAG, on utilise un modèle d'embedding qui, bon, comme a dit Olivier, n'est pas encore disponible via ILAS, mais peut-être le sera bientôt. On a donc dû avoir recours à la H100, ne serait-ce que pour cet aspect-là. Donc, un travail local qui doit encore être effectué. Pareil pour le re-ranking, qui est en soi un second modèle pour affiner, améliorer le résultat du RAG et permettre d'aboutir à des résultats plus pertinents encore. En termes de différentes fonctionnalités, voilà la structure de ce à quoi ressemble la base de données vectorielle, donc la manière dont les données sont enregistrées sur le serveur. On a séparé, comme je l'ai dit avant, en deux types de données. La première, c'est les formations, toutes les infos liées aux formations de manière assez logique. Et le second type de données, c'est les bases de connaissances, à savoir, comme j'ai dit avant, inscriptions, etc. Sachant que tout ce schéma que vous voyez ici est représenté sous forme de dossier, sous forme de fichier entièrement local. Il n'y a aucune donnée qui quitte, aucune donnée qui sort de l'UHA, si ce n'est via l'utilisation de l'API ILAS. Par rapport à cet aspect-là, on essaie d'être, comme l'a dit Christophe, le plus fidèle à tout ce qui est RGPD et à ce bon questionnement. Pour permettre une utilisation et surtout une mise à jour des données le plus simple possible, le plus rapide, on a aussi mis au point une interface qui est utilisable par le plus grand nombre, même pour un public non technique, qui va permettre de mettre à jour, d'ajouter ou de supprimer les informations liées à des formations ou à des bases de connaissances pour que le RAG reste frais et pour que les réponses ne soient jamais obsolètes. Là aussi, le focus de l'interface a été mis sur la simplicité de prise en main, puisque, comme je l'ai dit, le public visé ici est un public non technique, notamment gestionnaire de formation, qui a donc des connaissances informatiques et spécialement IA assez limitées. Voilà ici comment ça se présente sous la forme de l'interface, avec les différents types de fichiers qu'on peut insérer, fichiers textuels, comme je l'ai dit, on prend différents types de fichiers textuels, qui dans tous les cas vont subir certaines pipelines de pré-processing pour aboutir à un RAG utilisable, et aussi les maquettes de formation, qui donc sont sous la forme Excel, XLSX, pour l'Université de Haute-Alsace, qui elles aussi doivent subir un certain pré-processing. Ça, c'est globalement ce que j'ai dit. Nous avons aussi mis au point une seconde interface, celle-là qui est un peu plus récente et qui est plus sur le côté technique, le côté dev, qui va nous permettre d'analyser, pour toujours à des fins d'amélioration et de recherche, les différentes statistiques, les différents chiffres et les discussions qui ont eu lieu sur l'outil, pour voir à quel point tel outil est performant, le nombre de requêtes, le succès, etc., avec bien sûr des indices de satisfaction qui sont disponibles via l'application. Ici, on peut voir notamment un suivi d'une discussion, les différents indicateurs que nous avons mis au point et que nous continuons d'enrichir encore actuellement. Je vais laisser Christophe conclure. Voilà, donc, vous avez donc un aperçu de cette plateforme. Bien sûr, c'est une plateforme et c'est complémentaire à d'autres actions qui sont menées au sein du NCU.
On a des enjeux pour la suite qui est comment est-ce qu'on diffuse finalement la connaissance de ce site à un public de lycéens, qui naturellement ne va pas forcément aller sur cette plateforme. Et puis l'année prochaine, on va changer d'échelle, puisqu'on va travailler avec un autre projet France 2030 qui s'appelle un territoire d'innovation pédagogique, donc un TIP Noria, qui est basé à Strasbourg. Et l'idée, c'est de mettre également les 700 formations de l'Université de Strasbourg dans cette plateforme. On commence à y travailler. Voilà, donc c'est un outil qu'on a adossé également donc à la recherche. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, on essaye de s'adosser une stratégie nationale, notamment avec l'IMAT qui est adoptée. Il y a un réseau canopé. Réseau canopé. C'est très pratique. Je sais pas le. À la 3 direct. Allez. Donc, réseau canopé, qui est opérateur de formation continue pour le ministère de l'Éducation nationale. Et on traite 8 thématiques que vous avez là, diverses plateformes, etc. Et puis, donc, fin 2022, on voit, comme vous tous ici, on va arriver les IA génératives grand public et on se dit que il va se passer quelque chose potentiellement pour l'éducation, donc on commence à surveiller ça de très près. Et puis on décide très vite, fin 2022, de l'inclure dans une de nos thématiques, qui est les humanités numériques, en se disant que on pense que arriver par cette démarche réflexive plus que sociétale, etc., plus que démarche outil, serait intéressant. Voilà. Donc on commence à regarder ce qui se passe, et moi en particulier, j'aime bien un peu bidouiller, voilà. Et moi, je commence à m'intéresser un petit peu aux outils qui commencent à arriver petit à petit après ChatGPT. Et puis, j'en arrive à celle d'avant, en fait. J'en arrive à partager mes découvertes avec mes collègues, et puis mes collègues, un petit groupe, un plus grand groupe, et puis après, je commence à l'utiliser en formation. Et puis, finalement, je décide, en février 2023, de partager ça publiquement sur les réseaux sociaux, et j'appelle ça une IA par jour. Et il y en a une depuis le 16 février 2023, et nous en sommes à 1035 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, depuis, c'est devenu ensuite un site, un site en novembre 2023. Et puis, c'est aussi maintenant une newsletter hebdomadaire, et puis avec une charte éditoriale. Et donc, je me fixe cette charte-là. C'est un projet complètement personnel, mais qui, bien sûr, sert aussi dans mon quotidien professionnel. Voilà. Et dans la charte, il y a comme volonté, c'est finalement, je teste pour vous quelque part. Voilà. Et c'est de dire que des outils, il en existe des tonnes, des centaines par jour qui arrivent. Ces outils-là, ils sont dans plein de catalogues, il y en a plein de catalogues, mais ces catalogues-là, finalement, nous obligent à aller tester, etc. Et moi, je me suis dit que j'allais aller les tester, j'allais choisir exclusivement des outils qui permettent un test dans la longueur aussi, pas juste 24 heures gratuits, et voilà. Et donc, des outils exclusivement freemium, à minima freemium, mais gratuit, encore mieux. Et puis, si en plus il y avait de l'open source, ça serait encore mieux. Et puis, parce qu'on ne se refait pas, il y a quand même une grosse partie aussi dédiée à l'éducation, ou au quiz, ou voilà, aux choses comme ça. Voilà. Donc voilà, vous êtes bien sûr les bienvenus. Tout est en Creative Commons. La base de données est en Creative Commons aussi. Vous pouvez la réutiliser dans d'autres projets. Elle est sur Hugging Face, vous pouvez vous amuser avec. Et puis les outils qui sont dans le site aussi sont
aussi en Creative Commons, c'est sur GitHub aussi. Donc vous trouvez là aussi, on en parlait tout à l'heure, comment on choisit un outil. Et ben, il y a un petit module aussi d'aide au choix d'outils d'IA générative. Et puis, vous avez des choses. Donc, allez-y, allègrement. Voilà, c'est là pour ça. Et puis, donc, à Réseau Canopé, je voulais vous partager comment on aborde les IA génératives depuis janvier 2023. C'est notre première formation. Donc, via cette entrée autour des IA génératives, la première chose pour nous, c'est la compréhension. De quoi on parle, et c'est là qu'on utilise allègrement Comparia ou Science par exemple. C'est quoi ces IA génératives? Et donc, autour de ça, on produit beaucoup de ressources pour la formation qui sont pour la majorité accessibles à toutes et tous. Donc, autant des reportages en classe, des infographies, des études. Là, c'est la dernière qu'on vient de sortir sur les représentations vidéo chez les collégiens. Donc, c'est une étude qui a été réalisée l'année dernière dans un établissement parisien. Et puis, on a participé aussi, on a fait 80 vidéos l'année dernière sur Pix, dont 15 dédiées à l'IA sur Pix et du. Donc, c'est des petites vidéos de 4-5 minutes aussi qui sont pour les enseignants, mais bien sûr, utilisable plus largement aussi pour les étudiants, par exemple. Voilà. Donc, la première brique, c'est vraiment le comprendre. La deuxième, c'est agir en conscience. Et ça, on en a assez parlé aussi aujourd'hui. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais qu'est-ce que tout ça sous-tend en termes d'éthique, en termes de société, en termes, bien sûr, d'éducation. Donc là encore, on a tout un... Là, ce que vous voyez là, c'est des captures de formation, de support de formation. Donc voilà, on retrouve des sketch notes. Et puis cette approche aussi autour toujours des humanités numériques, de la philosophie aussi. Moi, j'aime beaucoup le pharmacon. Donc voilà, Michel Stiller, si vous entendez. Voilà, Lambert peut-être. On a aussi, par exemple, d'autres supports, comme Extra-Classe, c'est un podcast dans lequel aussi on a une playlist dédiée à l'IA. Et puis ensuite, il y a un fil aussi qui est l'esprit de la pensée critique, mais par l'usage, là encore, c'est comment, dans tous les cas d'usage qui se présentent dans les métiers, alors pas que les enseignants, comme dit, on s'adresse à toute la communauté éducative, donc on peut avoir en face de nous des personnels des collectivités, des églises aussi, etc. Et donc c'est dans tous les cas d'usage adaptés à mon métier. Encore une fois, il ne s'agit pas d'utiliser l'outil pour l'outil, mais à quoi va me servir cet outil et va servir à quelque chose. Est-ce que j'utilise ou pas? Le ou pas est super important. Est-ce que j'utilise l'IA générative ou pas? Est-ce que finalement, peut-être qu'il y a un papier, un crayon, ça peut être pas mal aussi des fois. Voilà. Donc c'est pas cette course non plus à l'utilisation. Et puis la suivante, on croit beaucoup à l'expérimentation et au partage. Et j'insiste vraiment sur ce partage parce que je crois que aujourd'hui, on voit que ça foisonne partout et potentiellement ça foisonne à côté de chez nous. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait plein d'initiatives qui étaient à 1 kilomètre les unes des autres. Potentiellement, en traversant la route, voilà. Ce partage, pour moi, pour nous, à KLP, on nous semble vraiment essentiel. C'est qu'on est face à quelque chose qu'on va dire, c'est important quand même, depuis 3 ans. Donc, c'est faisons ensemble et puis expérimentons pas à pas.
Et puis, parlons de nos réussites, de nos échecs, là, je parle en formation. Et ne réinventons pas forcément toujours tous de notre côté nos modules de formation, notre petite vidéo, etc., etc., etc. Donc voilà, vous retrouvez, ça c'est toutes des journées qu'on a pu faire. On a des témoignages qu'on partage et puis on croit aussi beaucoup au dispositif Cafélia qu'on mène un petit peu dans toute la France et dans la région aussi, autour de l'éducation, mais pas que, on l'a fait aussi plusieurs fois, par exemple avec des élus. Donc on est aussi très proche de Cafélia. Et puis pour la dernière, voilà, vous retrouverez tout ce dont je vous ai parlé sur une entrée ludique qui est notre page IA et éducation. Vous trouverez toutes les ressources. Depuis janvier 2023, on a formé 45 000 personnes nationalement que sur les IA génératives. Et puis, depuis hier, vous avez un petit dossier qui s'appelle les IA génératives en éducation. C'est le premier volet qui est sorti hier. Il y en aura 4. Il y a 4 chapitres. Vous arrivez sur la page, vous pouvez télécharger. C'est 20-25 pages. D'équilibrer avec des activités à mener, soit en équipe éducative, soit en classe avec les élèves. Et donc voilà, premier volet, un volet par mois, et vous les retrouverez au fur et à mesure. Et puis on a un atelier canopé par département. Donc nous sommes pas loin, nous non plus. C'est de la route là-bas. Voilà, merci beaucoup. Une remarque pour. En tout cas, c'est intéressant. Effectivement, on voit bien les liens avec tout ce qui s'est dit dans la journée. Donc, merci beaucoup pour cette dernière intervention. Un grand merci à tous les intervenants de la journée d'être venus, d'avoir participé à la journée, voilà, à la fois aux tables rondes et aux conférences de l'après-midi. Je pense qu'il y a une belle richesse d'interventions et des croisements qu'on voit très vite dans toutes ces interventions. Un grand merci aussi à l'Université Bourgogne-Europe, encore une fois, pour l'accueil, pour la logistique, Polytech aussi qui nous accueille, et pour toutes les équipes qui nous ont aidés pour leur